Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 9. La reine des souris des champs. Nous ne devons plus être très loin de la route de briques jaunes, maintenant, fit remarquer l'épouvantail, debout près de la fillette. Nous avons presque rejoint l'endroit où le courant de la rivière nous a emportés. Le bûcheron en fer blanc allait répondre, lorsqu'il entendit un sourd grognement. Grâce à ses gonds bien huilés, il tourna la tête sans effort, et vit venir une étrange bête qui bondissait dans les herbes. C'était un grand chat sauvage, tout jaune. Il semblait à l'affût, les oreilles collées près de la tête, la gueule grande ouverte découvrant 2 rangées d'horribles dents, et ses yeux rougeoyants comme des globes de feu. Alors qu'il approchait, le bûcheron aperçut, fuyant devant lui, une souris grise des champs. Il avait beau être sans cœur, il trouva que c'était très cruel de la part du chat sauvage de s'acharner après une si jolie créature sans défense. Il leva donc sa hache et au moment où le chat passait en courant, lui asséna un coup qui lui trancha la tête. La bête, coupée en 2, vint rouler à ses pieds. Délivrée de son poursuivant, la souris des champs s'arrêta, puis trottina doucement vers le bûcheron et lui dit d'une voix flûtée : « Oh merci, 1000 fois merci, vous m'avez sauvé la vie !»« Je vous en prie, n'en parlons plus, » répondit le bûcheron. « Je n'ai pas de cœur, voyez-vous, c'est pourquoi je m'efforce d'aider tous ceux qui ont besoin d'un ami, même s'il ne s'agit que d'une souris. »« Que d'une souris ?» s'indigna le petit animal. « Savez-vous bien qui vous parlez ? Je suis une reine, la reine des souris des champs. »« Toutes mes excuses, » fit le bûcheron en s'inclinant très respectueusement devant elle. « En me sauvant la vie, vous avez accompli un haut fait. Et, qui plus est, un acte de courage, » ajouta la reine. On vit alors accourir, de toute la vitesse de leurs pattes, des nuées de souris qui entourèrent leur reine en s'exclamant « Ô Majesté, comme nous avons craint pour votre vie, comment avez-vous réussi à échapper au grand chat sauvage ?» Et elle s'inclinait si bas devant la petite reine qu'on eût dit qu'elle se tenait sur la tête. « C'est ce drôle de bonhomme en fer blanc qui m'a sauvé la vie, en tuant le chat sauvage, » répondit la reine. « Désormais, vous devez le servir et obéir au moindre de ses désirs. » « Nous le jurons, » répondirent en chœur les souris, de leur voix flûtée. Mais Toto venait tout juste de se réveiller. Se voyant entouré de souris, il jappa de plaisir et se jeta dans les rangs des mulots qui décampèrent de tous côtés. Toto avait toujours aimé faire la chasse aux souris, quand il vivait en Kansas et n'y voyait pas de malice. Mais le bûcheron le saisit dans ses bras, tout en rappelant les fuyardes. « Revenez, revenez, Toto ne vous fera aucun mal. » Pointant le bout de son museau derrière une touffe d'herbe, la reine des souris demanda timidement : « Vous êtes sûr qu'il ne va pas nous mordre ? Je l'en empêcherai, » la rassura le bûcheron. « N'ayez pas peur. » L'une après l'autre, les souris sortirent de leur cachette. Toto se retint d'aboyer, mais tenta vainement d'échapper à l'étreinte du bûcheron. Il l'aurait bien mordu s'il n'avait pas été en fer blanc. Enfin, une grosse souris prit la parole. « Que pourrions-nous faire pour vous remercier d'avoir sauvé notre reine ?»« Je ne vois pas, » répondit le bûcheron, mais l'épouvantail, qui se creusait la tête, bien vainement puisqu'elle était bourrée de paille, intervint. « Mais si, bien sûr, vous pouvez sauver notre ami le lion poltron, qui s'est endormi dans la prairie de pavots. »« Un lion ?» s'écria la petite reine. « Mais il ne fera de nous qu'une bouchée ?»« Que non, » dit l'épouvantail, « ce lion n'a aucun courage. » « Vraiment ? Demanda la souris. « C'est du moins ce qu'il prétend. De toute façon, il ne ferait aucun mal à quelqu'un de nos amis. Si vous nous aidez à le tirer d'affaire, il vous traitera avec la plus grande bienveillance, parole d'honneur. »« Soit, » dit la reine. « Nous vous faisons confiance. Mais comment va-t-on s'y prendre ? Ces souris, qui vous appellent leur reine et sont prêtes à vous obéir, sont-elles nombreuses ? » ?»« Oh, des milliers, » répondit-elle. « Alors rassemblez-les ici le plus vite possible, et que chacune se munisse d'un long bout de ficelle. » Se tournant vers son escorte de souris, la reine leur enjoignit d'aller quérir tout son monde. Elles obéirent promptement, et détalèrent dans toutes les directions. « Quant à vous, » dit l'épouvantail au bûcheron, « allez donc couper quelques arbres au bord de la rivière, et fabriquez-nous un chariot pour transporter le lion. » Le bûcheron se mit aussitôt à l'ouvrage. En un rien de temps, il fit un chariot avec les plus fortes branches, dont il ôta les feuilles et les rameaux.
Il l'assembla au moyen de chevilles de bois et tailla 4 roues dans une souche. Il travaillait si vite et si bien que le chariot fut prêt avant que les premières souris réapparaissent. Par milliers, elles affluaient de tous côtés. Des grosses, des petites, des moyennes, chacune tenant entre ses dents un morceau de ficelle. C'est alors que Dorothée, sortant de son long sommeil, rouvrit les yeux. Quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver couchée dans l'herbe parmi des nuées de souris grises qui la regardaient timidement. L'épouvantail lui expliqua tout en détail, puis, se tournant vers la souris qui se campait fièrement près d'eux, « Permettez-moi de vous présenter Sa Majesté la Reine, dit-il. » Dorothée salua gravement de la tête. La reine fit une révérence. L'instant d'après, elles étaient amies. L'épouvantail et le bûcheron avaient commencé à atteler les souris au chariot, au moyen des ficelles qu'elles avaient apportées. Ils en nouaient un bout au cou de chaque souris et l'autre au chariot. Naturellement, le chariot était 1000 fois plus lourd que les souris qui devaient le haler. Mais lorsque toutes furent attelées, elles parvinrent à le déplacer sans trop de difficulté. Même l'épouvantail et le bûcheron s'assirent dessus et furent ainsi conduits par cet étrange et menu équipage jusqu'au lion endormi. Hisser la lourde bête sur le chariot ne se fit pas sans mal. Puis la reine pressa ses sujets de repartir, craignant de les voir s'endormir s'ils restaient trop longtemps dans la prairie des pavots. Malgré leur nombre, les petites créatures eurent d'abord bien de la peine à ébranler le chariot et son lourd fardeau. Le bûcheron et l'épouvantail vinrent pousser par derrière, et l'attelage se mit à rouler. Bientôt, le lion se retrouva dans les prés verts, et put respirer à nouveau l'air frais, au lieu de l'haleine empoisonnée des pavots. Dorothée vint à leur rencontre, et remercia de tout son cœur les souris d'avoir arraché son compagnon à la mort. Elle s'était prise d'une tendre affection pour le gros animal, et se réjouissait de le revoir sain et sauf. On détela les souris qui regagnèrent en un clin d'œil leur pénate. La reine fut la dernière à prendre congé. « Si jamais vous avez encore besoin de nos services, dit-elle, allez dans le champ et appelez, nous accourrons à votre appel. »« Adieu, adieu, répondirent-ils tous en chœur. Et la reine disparut dans les herbes, tandis que Dorothée serrait le turbulent Toto contre elle, craignant qu'il ne lui court après et ne l'effraie. Ils s'assirent aux côtés du lion pour guetter son réveil, et l'épouvantail alla cueillir quelques fruits aux arbres d'alentour pour le souper de Dorothée. Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 10. Le gardien des portes. Le lion poltron ne se réveilla pas tout de suite. Resté parmi les pavots, il en avait longtemps respiré l'odeur maléfique. Quand enfin il ouvrit les yeux et roula du chariot, il fut tout content d'être encore en vie. « J'ai couru le plus vite possible, dit-il, en s'asseyant et en bâillant. Mais les fleurs m'ont terrassé. Comment m'avez-vous sorti de là ?» Ils lui parlèrent alors des souris des champs et de la façon dont elles l'avaient généreusement arraché à la mort. Le lion poltron déclara en riant : « J'ai toujours cru que j'étais fort et redoutable, et pourtant, d'aussi petites choses que les fleurs ont failli me tuer, et j'ai eu la vie sauve grâce à d'autres petits êtres que les souris. Comme tout cela est étrange. Et maintenant, mes amis, qu'allons-nous faire ? Nous devons poursuivre notre voyage et retrouver la route de briques jaunes, dit Dorothée, pour atteindre la cité d'Émeraude. Ainsi, le lion, une fois reposé et rétabli, ils reprirent tous leur marche, heureux de fouler l'herbe tendre et fraîche. Et ils rejoignirent bientôt la route de briques jaunes et repartirent en direction de la cité d'Émeraude, où demeurait Oz le Grand. La route était bien pavée et unie à présent, et le pays alentour était beau. Nos voyageurs se réjouissaient de laisser loin derrière la forêt, et avec elle les nombreux dangers qu'ils avaient affrontés au milieu de ces sinistres ténèbres. Ils voyaient à nouveau des barrières dressées au bord de la route, mais cette fois, elles étaient peintes en vert, et quand ils arrivèrent à une petite maison, habitée sans doute par un fermier, celle-ci était peinte de la même couleur.
Ils passèrent devant plusieurs maisons vertes au cours de l'après-midi, et les gens se mettaient parfois sur le seuil pour les regarder. On eût dit qu'ils voulaient poser des questions, mais personne n'osait s'approcher à cause du grand lion, dont ils avaient très peur. Tous portaient des habits d'un très beau vert émeraude et étaient coiffés de chapeaux pointus, comme ceux des Munchkins. « Ce doit être le pays d'Oz, dit Dorothée, et nous ne sommes sûrement pas loin de la cité d'émeraude. »« Certes, répondit l'épouvantail, ici tout est vert, tandis qu'au pays des Munchkins, c'était le bleu, la couleur préférée. Mais les gens n'ont pas l'air aussi amicales que les Munchkins, et j'ai bien peur que nous ne trouvions pas d'endroit pour passer la nuit. »« J'aimerais manger autre chose que des fruits, dit la fillette, et je suis sûre que Toto meurt de faim, ou presque. Arrêtons-nous à la prochaine maison pour parler aux gens. » Quand ils furent arrivés devant une ferme assez grande, Dorothée se dirigea hardiment vers l'entrée et frappa. Une femme entrebâilla la porte et dit « Que voulez-vous, mon enfant ? Et pourquoi vous promenez-vous avec ce gros lion terrible ? » « Nous aimerions passer la nuit chez vous, si vous le permettez, » répondit Dorothée. « Quant au lion, c'est mon ami, et pour rien au monde il ne vous fera du mal. »« Il est apprivoisé ?» demanda la femme en ouvrant la porte un peu plus. « Oh oui, dit la fillette, et c'est aussi un grand poltron. Il aura plus peur de vous que vous de lui. »« Eh bien, dit la femme après avoir réfléchi et jeté encore un regard furtif au lion. Dans ce cas, vous pouvez entrer. Je vais vous donner de quoi souper et un endroit où dormir. » Tous entrèrent dans la maison, où se trouvaient 2 enfants et un homme. L'homme s'était blessé à la jambe et était allongé sur le lit, dans un coin. Ils eurent l'air plutôt surpris de voir une compagnie aussi bizarre, et pendant que la femme mettait la table, l'homme demanda « Où allez-vous tous comme cela ?»« À la cité d'émeraude, dit Dorothée, voir Oz le Grand. »« Oh, vraiment ?» s'exclama l'homme. « Êtes-vous sûr qu'Oz vous recevra ?»« Pourquoi pas ?» répliqua-t-elle. « On dit qu'il n'a né personne en sa présence. Je suis souvent allée à la cité d'émeraude, c'est un endroit d'une merveilleuse beauté. Mais je n'ai jamais été autorisée à voir Oz le Grand. Et à ma connaissance, aucun être vivant n'a réussi à le voir. » « Mais il ne sort jamais ?» demanda l'épouvantail. « Jamais. Jour après jour, il siège dans la grande salle du trône de son palais, et même ceux qui le servent ne se sont jamais trouvés face à face avec lui. »« Comment est-il » demanda la fillette. « C'est difficile à dire, répondit l'homme pensif. Vous comprenez, Oz est un grand magicien et peut revêtir la forme qui lui plaît. Ainsi, pour certains, il ressemble à un oiseau, pour d'autres à un éléphant, pour d'autres encore à un chat. Pour certains, il a les traits d'une belle fée ou d'un lutin, ou revêt toute autre forme selon son gré. Mais qui est le vrai Oz ? Quand montre-t-il son vrai visage ? On ne saurait le dire. »« Comme c'est bizarre, dit Dorothée, mais nous devons essayer d'une façon ou d'une autre de le rencontrer. Sinon, nous aurons entrepris notre voyage pour rien. »« Pourquoi désirez-vous voir Oz le terrible ? Je veux qu'il me donne de la cervelle, dit l'épouvantail fébrile. Oz pourrait arranger cela assez facilement, déclara l'homme. Il a plus de cervelle qu'il ne lui en faut. Et moi, je veux qu'il me donne un cœur, dit le bûcheron en fer blanc. Cela ne saurait l'embarrasser, poursuivit l'homme, car Oz possède une grande collection de cœurs de toutes les tailles et de toutes les formes. Et moi, je veux qu'il me donne du courage, dit le lion poltron. Oz conserve un grand bocal de courage dans sa salle du trône. Il l'a recouvert d'une soucoupe d'or pour l'empêcher de s'échapper. Il sera ravi de vous en donner. Et moi, je veux qu'il me renvoie au Kansas, dit Dorothée. Où se trouve le Kansas ? Demanda l'homme d'un air surpris. Je ne sais pas, répondit tristement Dorothée, mais c'est mon pays, et je suis sûre que c'est quelque part. Vraisemblablement, vous savez. Oz peut tout. Il vous trouvera donc le Kansas, je suppose.
Mais vous devez d'abord réussir à le voir, et ce sera difficile, car le grand magicien n'aime voir personne, et généralement, c'est lui qui décide. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Poursuivit-il en s'adressant à Toto. Toto, lui, se contentait de remuer la queue, car, chose étrange, il ne savait pas parler. La femme leur annonça que le souper était prêt. Ils s'assirent donc autour de la table, et Dorothée mangea un peu d'une délicieuse bouillie, des œufs brouillés, une assiette de beau pain blanc, et trouva son repas bien bon. Le lion goûta à la bouillie, mais il n'apprécia guère, prétendant qu'elle était à base d'avoine, et que l'avoine c'était bon pour les chevaux et non pour les lions. Quant à l'épouvantail et au bûcheron en fer-blanc, ils n'avalèrent pas une bouchée. Toto, lui, goûta un peu de tout, et trouva bon de souper à nouveau comme il faut. La femme prépara ensuite un lit pour Dorothée, et Toto s'allongea à côté d'elle, tandis que le lion monta la garde à la porte de sa chambre. L'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc restèrent debout dans un coin, et se tinrent tranquilles toute la nuit, mais sans dormir naturellement. Le lendemain matin, dès le lever du soleil, ils reprirent la route et aperçurent bientôt dans le ciel, juste devant eux, une magnifique lumière verte. « Ce doit être la cité d'Émeraude, » dit Dorothée. Plus ils approchaient, plus la lumière devenait éclatante, et ils se croyaient déjà au but. Pourtant, ce n'est que dans l'après-midi qu'ils parvinrent aux remparts qui entouraient la cité. C'était un mur épais, assez élevé, et d'un vert éclatant. La route, pavée de briques jaunes, se terminait juste à la grande porte, toute incrustée d'émeraude qui, au soleil, jetait de tels feux que même les yeux peints de l'épouvantail en furent éblouis. À côté de la porte, il y avait une sonnette. Dorothée appuya sur le bouton et put entendre un tintement argentin. Alors l'énorme porte pivota lentement sur elle-même. Ils la franchirent tous et se retrouvèrent sous une grande voûte, dont les murs scintillaient de leurs innombrables émeraudes. En face d'eux se trouvait un petit homme de la même taille que les Munchkins. Il était tout de vert vêtu, de la tête aux pieds, et même sa peau avait quelque chose de verdâtre. À côté de lui, il y avait une grosse boîte. En apercevant Dorothée et ses compagnons, l'homme demanda : « Que désirez-vous dans la cité d'Émeraude ? Nous sommes venus ici pour rencontrer Oz le Grand, dit Dorothée. L'homme fut tellement surpris par la réponse qu'il dut s'asseoir pour réfléchir. Voilà des années qu'on ne m'a demandé à voir Oz, dit-il en secouant la tête d'un air perplexe. Il est puissant et terrible, et si l'objet de votre visite est futile ou ridicule, et risque de troubler les méditations du grand magicien, il peut tous vous anéantir en un instant. Mais l'objet de notre visite n'est ni ridicule ni futile, répliqua l'épouvantail. Il est important, et nous avons ouï dire qu'Oz est un bon magicien. Certainement, dit l'homme vert, et il gouverne la cité d'Émeraude avec sagesse. Mais il se montre impitoyable envers ceux qui sont mal intentionnés ou trop curieux. Eh bien, peu ont osé demander de le voir en face. Je suis le gardien des portes, et puisque vous voulez à tout prix rencontrer Oz le Grand, mon devoir est de vous mener jusqu'à son palais. Mais auparavant, il vous faudra mettre des lunettes. « Pourquoi ? demanda Dorothée. « Parce que si vous ne portiez pas de lunettes, vous seriez ébloui par l'éclat et la splendeur de la cité d'Émeraude. Même ceux qui vivent dans la cité doivent porter des lunettes, jour et nuit. » Elle ferme tout à clé. Oz en a décidé ainsi lorsque la cité fut construite, et je détiens la seule clé qui puisse les rouvrir. Il ouvrit la grosse boîte, et Dorothée vit qu'elle était remplie de lunettes de toutes les tailles et de toutes les formes. Leurs verres étaient tous de couleur verte. Le gardien des portes en trouva une paire exactement à la taille de Dorothée, et il les lui mit.
Elles étaient maintenues derrière sa tête par 2 cordons d'or, bouclés ensemble au moyen d'une petite clé que le gardien portait en sautoir. Une fois mises, Dorothée n'aurait pas pu les ôter, même si elle l'avait voulu. Mais comme elle n'avait aucune envie d'être aveuglée par l'éclat de la cité d'émeraude, elle se tut. Puis, l'homme en verre trouva des lunettes à la taille de l'épouvantail, du bûcheron et du lion. Il en eut même une paire pour Toto, et il leur donna à toutes un bon tour de clé. Puis, le gardien des portes mit ses propres lunettes, et leur indiqua qu'il était prêt à leur montrer le chemin du palais. Il décrocha du mur une grosse clé en or pour ouvrir une autre porte, et après avoir franchi ensemble le portail, ils le suivirent dans les rues de la cité d'émeraude.